Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 3 juillet. Un tour de l'île de Tahiti en truck a été organisé spécialement pour des jeunes issus des quartiers prioritaires, un moyen inédit de les aider à trouver leur voie professionnelle. Du tahitien sur Google Trad, le géant américain vient d'ajouter 110 nouvelles langues à son répertoire. L'outil doit être perfectionné, mais il a le mérite de promouvoir le Reo Tahiti. Deuxième tour des législatives, J-3, la politique intéresse-t-elle la jeunesse? L'une de nos équipes s'est rendue à la maison familiale et rurale de Papara pour leur poser la question. 61% d'abstention dans la deuxième circonscription. Comment convaincre les électeurs? Nicole Sanquer et Steve Chailloux, candidats du second tour, sont avec nous sur le plateau pour faire le bilan du premier tour et expliciter leur vision politique. À la veille de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Te Ahupu'o, le photographe Tim McKenna sort le deuxième opus de son livre Te Ahupu'o, le miracle au bout de la route, son portrait à la fin du journal. Proposer des solutions d'insertion professionnelle à des jeunes des quartiers prioritaires, l'idée n'est pas nouvelle, mais le concept est en revanche inédit et il a plu aux intervenants comme aux participants. L'opération a été baptisée Génération Fa'aati. 3 arrêts étaient entièrement consacrés à l'emploi. Delphine Poudroux, Mirko Vanfo et Dylan Fels. Ils ont entre 18 et 33 ans. Ces jeunes-là habitent les quartiers prioritaires de Papeete. Et les voilà embarqués en truck pour un tour de l'île de Tahiti. Fa'aati truck avec tous ces jeunes, non, j'ai jamais fait. Et je me sens bien. Pourquoi? Parce que je sors de ma maison. C'est la première fois que je vais en truck avec des amis, oui. Et c'est super, super, super. Au programme de leur journée, des rencontres avec des professionnels, organisée par la délégation pour la prévention de la délinquance et de la jeunesse, à travers une opération baptisée Génération. On leur propose de découvrir 3 volets de cette insertion professionnelle que sont donc l'entrepreneuriat, l'emploi salarié, mais aussi la formation professionnelle. À la clé de cette manifestation, axée sur l'insertion sociale des jeunes, une formation et peut-être même un emploi, notamment avec le RSMA. On a plus de 33 filières métiers à proposer, des formations qui vont durer entre 6 mois et 12 mois. Et ce qui est super important, c'est qu'à la fin de leur formation, on a un taux d'insertion à 90%. Des propositions d'emploi et de formation. Bienvenue pour ces jeunes Polynésiens, en pleine recherche d'orientation professionnelle. Ça m'a plu, hein. On fait beaucoup de connaissances avec des personnes, hein. Et c'est bien ça pour les jeunes, hein, qui sont dans des difficultés, hein. C'est bien aussi ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. Ça nous permet de voir plus de formation au lieu de rester devant les jeux vidéo. Moi, j'ai vu le stand de RSMA, ça m'a inspiré, les explications. C'est pas comme dans les bureaux quand ils expliquent, là ils sont plus ouverts et ça m'a permis de m'inscrire au RSMA pour mon avenir. Avec plus de 60% des jeunes de moins de 30 ans au chômage en Polynésie française, cette opération sonne comme un tremplin pour cette génération en difficulté d'insertion professionnelle. Climat social tendu à l'hôpital d'Uturoa. La CSTPFO s'apprête à déposer un préavis de grève pour dénoncer un manque d'effectifs qui aurait pour conséquence la fermeture de certains services. Ce n'est pas la première fois que les syndicalistes montent au créneau pour dénoncer le manque cruel de personnel. Plusieurs services sont au bord de l'asphyxie. C'est le cas des urgences, de la maternité, de la radiologie ou de la chirurgie. La grève pourrait être effective lundi prochain. Et à Jurutu aussi, les habitants se plaignent du manque de médecins et d'une régression de l'offre de santé. Le Reo Tahiti, désormais accessible sur la plateforme Google Traduction, le géant américain vient d'ajouter 110 nouvelles langues, dont le tahitien, le fidjien ou encore le tongien sur sa plateforme de traduction automatique grâce à l'intelligence artificielle. Un outil pratique à perfectionner, mais qui participe à l'expansion de la culture polynésienne dans le monde. Mélodie Uhilamoa Fassioné, Vito Tapo et Mélissa Chong. La barrière de la langue n'est plus acceptable en 2024 pour qui possède un téléphone et une bonne connexion Internet. Depuis fin juin, on peut désormais traduire instantanément du tahitien vers n'importe quelle langue de la plateforme Google Traduction et vice-versa.
Je viens juste d'arriver, donc je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je vais utiliser avec les locaux. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment la diffusion en fait, de la culture tahitienne d'un point de vue mondial. Ça peut aider les touristes à se repérer, s'orienter sur les sites qu'ils visitent. Les traductions ne sont pas toujours justes. Et j'avoue que si ça avait été mieux calibré, je l'utiliserais. C'est basé sur mot à mot, c'est-à-dire là, on va dire moi, hein, poulet, ok, rari. Ils ont pris mot à mot, mais ça ne veut pas dire en fait ce que ça veut dire vraiment ici à Tahiti. Grâce à un modèle de langage de pointe, Google Traduction s'est diversifié avec 110 nouvelles langues. La sélection s'est faite sur le nombre de locuteurs et la quantité de données emmagasinées sur le web pour justement aider l'IA à affiner ses traductions. Un outil utilisé par les académiciens pour compléter leurs recherches. J'ai constaté qu'il y avait pas mal d'erreurs de traduction. Il y a des mots qui ne correspondent pas et par ailleurs, il manque également les accents. Le eta, le tarva. Pour un apprenant, c'est difficile de lire s'il n'y a pas ces accents-là. Il y a un plus, quoi, que les autres sachent parler notre langue. Comme ça, quand ils viennent ici, ils savent déjà parler. Mais le problème, c'est ceux qui les reçoivent, qui ne savent pas parler sur sa langue maternelle, quoi. C'est ça le problème. Le tahitien, le tongien, le fidjien rejoignent d'autres langues du Pacifique comme le hawaïen, le maori et le samoan déjà opérationnels sur la plateforme. D'autres îles de la région espèrent ainsi voir leur dialecte sauvé de l'extinction. Le géant américain a d'ores et déjà annoncé travailler à l'intégration de 1000 autres langues grâce aux évolutions futures de l'intelligence artificielle. C'est l'heure de notre page consacrée aux législatives. L'échéance se rapproche. Dans 3 jours, les quelques 69 000 inscrits de la 2e circonscription sont attendus aux urnes. Ils auront le choix entre Nicole Sanquer du pacte autonomiste à Muitatou et Steve Chayou, député sortant du Tavini Huiratira. Steve Chayou, qui est notre premier invité ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le tahitien est sur Google Traduction. Vous qui êtes un ardent défenseur des langues régionales, qu'en pensez-vous ? Bonsoir Cybèle et bonsoir également à la population de la Polynésie qui nous regarde actuellement. Je voudrais saluer l'initiative de Google d'avoir effectivement mis en place cette plateforme pour le Rio Tahiti parce que je pense effectivement que l'un des défis futurs de nos langues vernaculaires, c'est l'ancrage dans le numérique. Nous savons bien aujourd'hui que la plupart des jeunes aujourd'hui sont branchés sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc c'est un défi, c'est un outil de pouvoir justement ancrer nos langues vernaculaires dans ce 21e siècle et particulièrement dans le numérique. Lorsque vous étiez député, votre proposition de loi sur l'apprentissage des langues régionales a été adoptée à l'unanimité. Que pourriez-vous obtenir à l'Assemblée nationale comme avancée pour l'enseignement des langues polynésiennes ? Au niveau des langues polynésiennes, nous avons la compétence et nous sommes vus, en tout cas sur l'Hexagone, comme étant un exemple. Le combat que je mène principalement est celui de la reconnaissance de nos langues autochtones, de nos langues vernaculaires, en tant que langue officielle, co-officielle avec le français. Et pour cela, il faut une modification de la Constitution et notamment du 2e article de la Constitution. Mais pour faire cela, c'est un long chemin qu'il faut parcourir puisqu'on ne peut pas changer la Constitution à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut commencer ce petit chemin par des pierres que nous posons, notamment cette loi que nous avons fait voter à l'Assemblée nationale et surtout faire adhérer l'ensemble des peuples qui ont une langue maternelle régionale, les Martiniquais, les Guadeloupéens, afin que nous puissions porter tous ensemble ce dossier-là et afin que nos langues soient reconnues comme des langues co-officielles avec le français. Et ouvrir plus de postes aux enseignants peut-être ? Plus de postes pour les enseignants bien évidemment. Je pense aussi au métier du journalisme, je pense également au métier de l'interprétariat, au métier de l'archéologie aussi qui est important. Enfin, il y a tout un panel de métiers qu'on pourrait ouvrir à partir du moment où on s'intéresse un tant soit peu aux langues autochtones et régionales. Autre fait marquant de votre passage au Palais Bourbon, vous avez déposé un amendement au projet de loi concernant le corps électoral de Nouvelle-Calédonie. Vous avez demandé le transfert des compétences de l'État vers le pays en ce qui concerne les communes, la citoyenneté polynésienne, un président élu au suffrage universel et un calendrier sur la pleine souveraineté. Pourquoi avez-vous fait cela sans consulter finalement quiconque ?
Concernant le vote sur le dégel du corps électoral, ça fait partie des fonctions du député, de voter les lois et de les amender éventuellement. Nous avons bien vu que nous nous sommes positionnés contre le dégel du corps électoral parce que l'État français, depuis quelques années, n'était plus impartial par rapport au dossier de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. On voit notamment par la nomination de Mme Bakes en tant que secrétaire d'État. Déjà là, il y a eu une rupture de la neutralité de l'État. Puis, seconde rupture de la neutralité de l'État concernant la Nouvelle-Calédonie était d'avoir nommé le député Metzdorf, donc loyaliste, rapporteur de ce projet de loi sur le dégel du corps électoral. Et nous avons prévenu l'État des conséquences hypothétiques qui pouvaient y avoir. Et pourquoi avoir profité de cette loi pour passer votre amendement? Parce que, en fait, tous ces amendements-là, comme je le disais tantôt, on ne peut pas déposer des amendements ou des propositions à n'importe quel moment. Lorsqu'il s'agit des amendements de ce type-là, ça se passe notamment lorsqu'il y a des ouvertures constitutionnelles, des fenêtres constitutionnelles, où c'est l'occasion de pouvoir, entre guillemets, mettre un maximum pour déjà sonder la température du Parlement par rapport à ces problématiques-là. Bien évidemment que nous sommes conscients que nous n'avons pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale et nous étions conscients que ça n'allait pas de toute manière passer. L'objectif était d'abord de prendre le pouls du Parlement concernant toutes ces problématiques. Rapidement, en 2022, même scénario à l'issue du premier tour des législatives. Vous étiez qualifié au second tour, mais pas en tête. Qui êtes-vous allé chercher sur le terrain? Est-ce qu'il y a des quartiers, des communes qu'il fallait voir en particulier? Il faut voir toutes les communes. Dans une élection, rien n'est gagné. Il faut absolument donner 1000% de ses capacités. Nous connaissons la force de mobilisation des militants Tavini Huir Atira, notamment au deuxième tour des élections législatives, de toutes les élections de manière générale. Nous comptons également sur une réserve de voix qui est assez conséquente, puisque la deuxième circonscription est celle qui a le moins voté, malheureusement. Donc il y a un gros pool de voix, que ce soit pour moi ou Mme Nicole Sanker. Il y a encore une réserve de voix conséquente, et notamment chez le Tavini Huir Atira, qui se lève samedi pour venir voter massivement. Merci Steve Chailloux d'avoir bien voulu échanger avec nous ce soir. Nous vous parlions du Tour de l'île destiné aux jeunes en début de journal. Et bien ce matin, la maison familiale et rurale de Papara organisait de son côté un forum des métiers. Une trentaine de partenaires et entreprises de Tahiti proposaient aux jeunes visiteurs des informations sur les différentes formations ou autres possibilités d'orientation. Une jeunesse davantage préoccupée par son avenir que par le spectacle politique. Caroline Fary, Jérôme. La politique, c'est bien à la télé, mais dans la vie quotidienne d'une jeunesse en quête d'orientation ou d'emploi, les priorités sont ailleurs. Honnêtement, j'arrive vraiment pas à m'intéresser encore à tout ça. Je suis vraiment plus concentrée ailleurs. Ah oui, j'ai voté. Dans les législatives, vous vous sentez concerné par les... Pour d'autres, plus concernés par une récente majorité, c'est un premier passage ému et sensiblement téléguidé dans les bureaux de vote. C'était ma première fois. J'ai pris le choix de mes parents comme je ne savais pas trop. Les débuts d'une conscience politique et un désir d'action concrète par les pouvoirs publics. Trouver des choses pour les jeunes, pour éviter qu'ils marchent sur la route et tout. Ils fassent des conneries. Ils puissent trouver quelque chose de quoi s'occuper. Je ne m'intéresse pas vraiment parce que je ne connais pas vraiment quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs priorités. Mais quand je vois, la vraie priorité, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. C'est notre avenir, les jeunes. C'est nous plus tard. Rares sont ceux qui affirment leurs opinions, mais quand ils le font, c'est sans ambiguïté. C'est le peuple qui met au pouvoir, les gens qui décident de mettre au pouvoir. Et je pense que ces personnes-là devaient prendre un peu en compte aussi notre ressenti. Moi, je serais plus pour, si je ne me trompe pas, pour Amwitato. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il propose, c'est un bon concept. La désaffiliation politique des jeunes n'est pas une fatalité, un réservoir de voix important pour les candidats quand les résultats nationaux du premier tour affichent plus de 60% d'abstention chez les moins de 35 ans. Bonsoir Nicole Sanker, bienvenue. Vous avez gagné au premier tour, mais rien n'est joué dans la deuxième circonscription. Vous avez plus de 42 000 abstentionnistes à convaincre, et notamment les plus jeunes, on l'a vu dans le reportage. Que leur dites-vous lorsque vous les rencontrez ?
Bonsoir Cybèle et bonsoir à toute la Polynésie française, à Yaourana en particulier, à l'archipel des Australes et à la section 2. Alors évidemment, les jeunes sont au centre de nos priorités et il est clair que dans le partenariat que nous avons avec l'État, il y a beaucoup de dispositifs en faveur des jeunes. Mais le travail d'un député est évidemment de pouvoir rendre éligible notre jeunesse à tous ces dispositifs. Donc en tous les cas, on essaie de les sensibiliser parce que c'est vrai que beaucoup sont loin de la politique et de leur expliquer que leur avis compte pour faire bouger les choses. Et c'est pourquoi nous sommes plutôt favorables. Nous, au sein de Ahirea Polynesia, nous avons ouvert l'école de la gouvernance pour leur expliquer le fonctionnement des institutions. Lorsque vous parlez autonomie, indépendance, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que l'autonomie est pour vous un statut à vie? En tous les cas, c'est le statut qui a permis de construire la Polynésie française aujourd'hui. Et grâce à l'autonomie, nous avons des écoles, nous avons des lycées, nous avons des hôpitaux et même, surtout, nous avons un gouvernement avec pratiquement toutes les compétences pour pouvoir choisir l'avenir de la Polynésie française en matière économique, sociale, sanitaire. Et nous avons aussi cette assemblée où nous pouvons voter nos propres lois. Les communes à conquérir absolument pour vous, c'est Tayarapu Est, Raivave et étrangement, il y a aussi Rimatara. Pourtant, le maire de Rimatara, c'est votre suppléant. Que s'est-il passé? Exactement. Donc, le maire de Rimatara va rattraper son retard lors du second tour. Il a fait le choix de m'accompagner pendant la campagne du premier tour, car les transports aux Australes, c'est très compliqué de toucher toutes les îles en un temps si restreint. Donc, il va faire du porte-à-porte pendant toute cette semaine et convaincre sa population qu'il est le meilleur suppléant. Concernant le Rassemblement national, c'est un peu la cacophonie. Anthony Géros affirme qu'il a toujours bénéficié des voix du RN à Paea et en même temps, Éric Minardi vous soutient désormais officiellement. C'était un peu je t'aime moi non plus avec le parti d'Éric Minardi. Alors il est clair que je crois on est au 5e communiqué concernant le RN et Ahirea Polynesia, mais dans le cadre de ce second tour, le RN, c'est par la voix de M. Minardi, a dit qu'il était un parti autonomiste. Il est clair que pour ce second tour, il y a deux candidats. Un qui défend l'accession à l'indépendance et un qui défend l'autonomie. Donc, son soutien s'est porté sur ma candidature que nous accueillons évidemment, mais les conditions qui sont mises dans le communiqué, nous ne les acceptons pas. C'est-à-dire de siéger à l'Assemblée nationale du côté du RN et avec cette petite menace que si on ne le fait pas, les dossiers polynésiens seront mis de côté. C'est un ton trop autoritaire pour vous? Trop autoritaire et irrespectueux pour la Polynésie française. Vous avez été député de 2017 à 2022. Vous avez notamment travaillé sur la situation des fonctionnaires d'État polynésiens. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont restés en suspens sur lesquels vous aimeriez travailler en particulier? Alors, si nous parlons évidemment du cas des fonctionnaires d'État, aujourd'hui, grâce au rapport que nous avons pu rendre lors de ma mandature, nous avons pu réouvrir finalement le dialogue avec l'État sur l'ITR. Donc, on a eu une proposition de l'État qui est un plancher à 4 000 €. Pour moi, il n'est pas suffisant parce que j'ai assisté aux premières réunions et donc on n'est pas sur ce qui avait été envisagé. Il y a aussi mettre en place cette priorité pour ramener nos fonctionnaires d'État œuvrer dans leur pays. Il y a aussi le cas des militaires où on a la même chose, la priorisation sur le retour et surtout cet accompagnement à la reconversion. Donc, différents sujets, que ça concerne les étudiants. Nous avons remarqué une inégalité de traitement par rapport aux fonctionnaires d'État qui exercent en Polynésie française et évidemment ceux qui exercent en métropole. Merci beaucoup Nicole Sanquer pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Et ce soir, après le journal, ne manquez pas les deux face-à-face des candidats encore en lice. Vous retrouverez donc Nicole Sanquer face à Steve Chailloux, puis Myriana Arbelot face à Pascal Haïti-Floss. Des débats présentés par Lucille Guichet. Voilà pour les législatives.
Un mot de sport avec ces Océania organisés à Tahiti dans le but de faire monter le niveau des jeunes boxeurs. L'International Boxing Association a financé en grande partie ces rencontres. Les délégations sont arrivées lundi et les combats sont programmés jusqu'au 7 juillet à la salle Fataoa. Une quinzaine de pays sont représentés, parmi eux la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Inde ou encore la Thaïlande. Sele Ti'itae s'est déplacé de Bora Bora pour encourager son fils Logan, âgé de 16 ans. On les écoute au micro de Mélissa Chong. Je suis fier de lui, d'être son papa, d'être venu avec lui participer. Comme l'année dernière, je n'ai pas été avec lui au Samoa, mais là, j'ai pu venir pour les voir combat. Ça fait du bien de rencontrer d'autres adversaires, d'autres pays. Ça, on aurait plus d'expérience. Et justement, tu as vu un petit peu comment il boxe, est-ce que ça te fait peur? Non. Qu'est-ce que tu penses de ton combat là que tu viens de faire? C'est bien. Pour moi, c'est bien. L'autre, il a bien aussi boxé. Il est venu de loin juste pour venir ici reporter ce combat. On ne peut pas parler de la vague mythique de Teahupo'o et des surfeurs qui l'ont dompté sans penser à lui. Tim McKenna, photographe de sports extrêmes, est tombé amoureux de la gauche de Hawaii. Ce franco-australien installé à Tahiti depuis 2002 continue de nourrir la légende grâce à ses clichés. Il vient de sortir le 2e opus de son livre Teahupo'o, le miracle au bout de la route. Notre équipe a rencontré le photographe chez lui à Paea. L'œil de lynx de Teahupo'o, c'est lui, Tim McKenna. En 27 ans, cet ancien surfeur ne s'est jamais lassé de photographier la mythique vague de Teahupo'o sous absolument tous les angles et par tous les temps. J'ai toujours été photographe de sport de glisse et de mode, donc je faisais un peu tous les sports de glisse, de la mode, de la pub, donc voilà, j'ai besoin de changer d'environnement et ça me permet de revenir à la fac de Chopo toujours dans des bonnes conditions. C'est le célèbre shot de la Millennium Wave, dompté par l'ère d'Hamilton en août 2000, qui propulsera le photographe sur le devant de la scène, en plus de contribuer à la légende de la vague de Teahupo'o. C'est la première fois qu'on voyait une vague aussi grosse surfer en tow-in, et depuis ça a un peu révolutionné le surf de grosses vagues. Il y a beaucoup de surfeurs maintenant qui vont surfer des vagues qu'on considérait pas surfables il y a 20 ans. C'est en 1997 que Tim McKenna commence à immortaliser ces moments de grâce, de symbiose parfaite entre l'homme et la vague. À l'époque, ce spot du bout du monde était encore inconnu de la plupart des surfeurs. Certaines semaines dans l'année, il y avait des Hawaïens qui descendaient, mais sinon, le reste du temps, il n'y avait personne. Les Tahitiens, ils surfent devant chez eux. Donc, comme il y a des super vagues devant chez eux, ils ne vont pas bouger, quoi. Dans un mois, Tim sera dans l'eau à la passe de Hawaii pour les JO. Mais après cet événement historique, le spécialiste de Teahupo'o prévoit de partir à la découverte d'autres spots encore méconnus et surtout loin de l'agitation médiatique. Quand il y a des belles vagues, on va dire, si c'est le week-end, ça devient compliqué de faire des images. Il y a tellement de bateaux, tellement de taxi-boats, des jet-skis, des canoës partout, que peut-être que j'irai moins souvent et j'irai photographier d'autres vagues, j'irai découvrir d'autres vagues quand c'est comme ça. En tout cas, 2025 sera chargé pour le photographe qui sortira une 2e édition de Teahupo'o, le miracle au bout de la route. Une version destinée à l'international avec cette fois en plus un spécial focus sur les Jeux Olympiques. Voilà, sujet signé Mélodie Ouhila, Fassionné, Jérôme Lee et Tim Pruvot. Et en ce mercredi 3 juillet, nous retiendrons cette information. La délégation pour la prévention de la délinquance et de la jeunesse lance un nouveau concept, proposer aux jeunes des solutions d'orientation lors d'un tour de l'île de Tahiti comprenant plusieurs arrêts dédiés à la culture, l'agriculture ou l'insertion professionnelle. Au programme de votre soirée sur la première, les 2 face-à-face en français en vue du 2e tour des législatives samedi, puis l'émission Patitifa. La une de Tahiti Info demain, le record du monde, Toe Up Kite, saut en kitesurf tracté, tombe à Tahiti. Voilà pour les informations de ce mercredi 3 juillet. On se retrouve demain 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur la première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.